Il existe deux grandes façons de savoir si une position que tu as prise a été profitable ou non. Alors ça sonne de façon assez évidente, être en profit, c'est avoir fait une plus-value par rapport à quelque chose. Le premier cas de figure est celui qui intéresse la majorité des gens, c'est de faire une plus-value par rapport à leur monnaie fiduciaire. C'est une façon un petit peu compliquée pour dire que quand tu poses des euros sur Bitcoin, eh bien ton objectif c'est de pouvoir venir en récupérer plus le jour là où tu vas le revendre. Et ça évidemment si tu souhaites le revendre un jour en tant que bon spéculateur. Alors hormis le fait que quasiment personne ne cote le Bitcoin en euros, vraiment qui fait ça, qui suit le cours du Bitcoin en euros, maintenant il y a une autre frange de la population un petit peu plus hardcore, qui elle ne va pas considérer comme étalon le dollar ou encore l'euro, mais qui se dit par contre que c'est bien plus pertinent de venir comparer la performance d'une crypto par rapport au King, par rapport à Bitcoin. Alors dit comme ça a pas l'air de changer grand chose, mais pourtant quand on commence à se plonger là-dedans, tu vas très vite te rendre compte que c'est la débandade. Pour ça, et c'est très simple, tu vas aller sur ton site préféré pour connaître le prix de tes cryptos, disons tout simplement CoinGecko, tu vas ensuite sélectionner la crypto de ton choix, disons comme le sujet du jour l'indique Ethereum, et là tu vas te décider à ouvrir la boîte de Pandore en cliquant sur ce fameux bouton comparer avec Bitcoin. Ce qui vient de se passer là, c'est tout simplement qu'on vient de rajouter une courbe supplémentaire et celle-ci étant orange. Tu l'auras bien compris, ça correspond à la comparaison avec Bitcoin, et plus précisément au prix d'un Ethereum divisé par le prix d'un Bitcoin. Là actuellement tu peux voir qu'un Ethereum vaut 0,0477 Bitcoin, c'est tout simplement cette valeur-là qu'on peut suivre à travers le temps pour voir si l'un est plus performant que l'autre. Alors c'est peut-être le moment de dézoomer et de regarder ce que ça donne, et pour ça on va mettre une échelle disons à un an, et sur un an le prix de l'Ethereum par rapport au Bitcoin se fait littéralement massacrer, avec un plus haut ici aux alentours de 0,07 Ethereum par Bitcoin, pour quasiment un plus bas aujourd'hui à 0,0477. Ce qui en d'autres termes veut tout simplement dire que si tu avais le choix entre mettre 1000 $ dans l'Ethereum ou 1000 $ dans le Bitcoin, et que tu as fait ce choix là il y a un an, eh bien tu avais tout intérêt à le mettre dans Bitcoin. Ça c'est un prisme particulièrement intéressant pour voir comment évolue le prix des altcoins par rapport au marché, si on admet que la performance de Bitcoin représente celle du marché. Disons qu'on compare maintenant avec le BNB, eh bien le BNB a une valeur inférieure au Bitcoin sur un an. Alors il était tombé particulièrement bas, mais en ce moment il est en train de reprendre un petit peu de son retard, mais actuellement il est toujours en dessous. Et d'ailleurs tu peux t'amuser à faire ça avec tes jetons préférés. Je veux dire, si on regarde Avalanche, il y a un an il valait exactement la même valeur en Bitcoin qu'aujourd'hui. Et oui, si on le fait avec un de mes jetons préférés, c'est également le cas sur le Phantom. Si on compare le prix du Phantom par rapport au prix du Bitcoin il y a un an et aujourd'hui, eh bien force est de constater que c'était plus intéressant de mettre ses billes sur Bitcoin que sur Phantom. D'ailleurs je t'invite fortement à faire cette petite expérience et à regarder où en sont tes jetons par rapport au Bitcoin, et donc de venir les comparer par rapport à il y a un an. Sauf quelques très rares jetons comme par exemple le Solana, la majorité des jetons sont down par rapport à Bitcoin sur un an. Alors voilà, maintenant que j'ai plombé l'ambiance, on va pouvoir regarder et surtout on va comparer, et l'objectif c'est d'avoir une réponse à cette fameuse question: pourquoi Ethereum est en train de se faire massacrer par Bitcoin? Alors on pourrait très clairement parler du fait que l'ETF Bitcoin a été approuvé. Voilà, c'est la réponse, j'ai terminé, c'est la fin de la vidéo. Alors oui, je pense que c'est bien plus complexe que ça, et surtout t'es pas venu juste pour entendre cette réponse là. On est tous au courant que depuis début d'année, il y a des ETF Bitcoin qui permettent à des institutions de rentrer sur le marché facilement. Je veux dire, si on regarde la charte à un an depuis le début de l'année, c'est très clair que Bitcoin domine et qu'il se passe des choses dessus. L'explication très simple, ce serait de dire que tout simplement maintenant, plein de gens qui ont plein d'argent peuvent se positionner facilement sur le Bitcoin. Et oui, c'est le cas, il y a des afflux massifs qui débarquent en milliards de dollars. Cependant, je ne pense pas que ça explique également pourquoi Ethereum se fait massacrer. Ça c'est bien beau, ça c'est la partie de l'histoire de Bitcoin qui performe, alors que si on remonte dans les tréfonds du bear avec un Ethereum qui était encore qu'à 1000 $, oui, cette période-là a bien existé, même si elle n'a pas duré très longtemps, pour ensuite le voir jouer au ping-pong entre 1000 et 2000 $, et ce pendant presque un an et demi. Et dire qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on s'emmerde en ce moment sur le marché. Oui, ils existent, mais je m'en fais pas, ils ont déjà abandonné et ils reviendront quand le Bitcoin aura tapé un prochain plus haut, pour encore une fois acheter le sommet du sommet et revendre à perte sur un coup de panique. Ah écoute, comme dirait l'autre, on se refait pas. De mon côté, je pense que cette différence-là, on peut également la voir sous un autre angle. L'angle des catalystes. Bitcoin en a eu énormément sur les 2 dernières années. Alors évidemment, il y a les ETF que j'ai mentionnés à l'instant, ça on est d'accord, ça tout le monde est au courant. Et sinon, il y a également ce truc qui a fait un bruit complètement fou et que pourtant quasiment tout le monde continue d'ignorer, les BRC20 et les ordinals. Littéralement les balbutiements de la DeFi sur Bitcoin et les premiers jetons. Là où on a vu des gens faire des plus-values complètement délirantes sur des jetons comme Ordi ou Sats par exemple, qui à la base ont été mintés sur Bitcoin pour quelques dollars au grand maximum. Ils pouvaient être achetés pendant assez longtemps à des prix vraiment dérisoires. Alors on est d'accord, ce qui les a propulsés, c'est notamment les différents listings sur les plateformes d'échange, et là où de mon côté j'avais complètement loupé le coche sur Ordi, j'ai réussi à me positionner sur Sats. Et maintenant avec du recul, j'aurais clairement dû me positionner avec beaucoup plus de force. Mais bon, ça c'est rien de particulier, c'est le classique
classique regret quand tu vois un asset qui performe de fou. Et plus que ça, il n'y a pas que les BRC20 qui ont fait leur apparition, mais également les NFT sur Bitcoin, avec notamment les Bitcoin Frogs, les Node Monkeys ou encore les Bitcoin Puppets, qui ont aussi montré des plus-values absolument délirantes pour les personnes qui se sont positionnées dessus. Je sais pas si tu réalises, mais ce genre d'évolution, ça a fait passer Bitcoin de la découverte du feu à l'âge de pierre. Et on découvre que c'est possible de faire tout ça en même temps. C'est une énorme explosion parce que même si je pense qu'il y avait quand même des gens qui étaient au courant qu'on pouvait faire ça à l'époque, eh bien aujourd'hui il y a absolument plus de doute parce que tout le monde peut le faire. Et comme tu le sais très bien, du côté de l'innovation, à partir du moment où il y a quelque chose de nouveau qui se développe, il y a évidemment de la concurrence qui naît. Alors là où de mon côté j'ai déjà interagi avec Ordinals et on a déjà fait des vidéos dessus, pour te dire il y avait même une vidéo dans laquelle j'expliquais comment minter des sats. Aujourd'hui il y a des nouveaux protocoles qui se développent, notamment sous le nom de Runes ou encore d'Atomicals, et pour le coup je peux pas trop te donner mon avis là-dessus parce que je les ai pas encore essayés tout simplement, et donc que je connais pas suffisamment le sujet. Je sais par contre qu'à un moment c'était particulièrement hypé, mais par contre j'en entends plus trop parler en ce moment, et donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en me disant bah écoute j'aimerais bien que tu regardes de ce côté-là très sombre et que tu nous dises si tu y vois des choses intéressantes, ou alors au moins que tu expliques comment ça fonctionne. Pour aujourd'hui avoir des projets qui littéralement se positionnent sur le créneau des layers de Bitcoin. J'en connais pas 50, mais par contre j'en connais un qui est peut-être un petit peu inspiré du mage, je sais pas, peut-être que ça se remarque un petit peu à l'illustration, et également avec sa TVL qui est montée à plus de 2 milliards 4, ce qui est quand même colossal pour une layer 2 qui a même pas quelques mois. Alors bon, par contre quand on commence un petit peu à creuser dans la documentation, on se rend compte que c'est un peu quand même beaucoup du marketing, parce qu'au final on est sur une infrastructure qui est basée sur le zero knowledge de Polygon, bon d'accord, mais surtout qui utilise Celestia pour layer de data availability. Alors je suis clairement pas assez technique pour savoir si à ce niveau-là on peut le considérer comme une layer 2 de Bitcoin, ou alors pour dire que c'est que du marketing, mais en tout cas la conclusion est la même, qu'on le veuille ou non, il se passe des choses sur Bitcoin. Et là maintenant on répond à la première partie de la question, voilà pourquoi Bitcoin est en train de massacrer Ethereum. Maintenant il y a quand même un deuxième élément qui existe dans notre équation et il s'agit d'Ethereum. Oui, ce jeton là dont on parle quasiment à chaque vidéo, donc je pense que tu le connais quand même pas mal, et surtout celui que tu utilises pour payer la majorité de tes frais de transaction. Alors ce coquin là, pourquoi est-ce qu'il ne performe pas plus que ça? Eh bien je pense tout simplement qu'à l'inverse de Bitcoin, là où les catalystes sont arrivés dans les 2 dernières années, sur Ethereum on ne les a pas encore vraiment vus. Alors évidemment ça va rester de la spéculation parce qu'a priori avant que cela n'arrive c'est assez difficile de les prévoir, mais de mon côté je pense qu'il y en a 2 qui sortent du lot. Le premier c'est l'arrivée d'Eigenlayer, mais pas tant dans le fait que ça existe et que ce soit cool, voilà c'est sympathique Eigen, non plutôt dans la façon dont ça pourrait rajouter une utilité supplémentaire à l'Ethereum. Là où dans une version un petit peu simplifiée de la réalité, on pourrait parler de l'Ether qui deviendrait un petit peu comme du Atom. Alors je l'espère pas au niveau du prix, mais surtout dans l'optique de pouvoir le restacker pour bénéficier de la yield du LST sous-jacent et également des airdrops des projets qui construisent sur Eigenlayer. Et ce exactement de la même façon que ce que l'on peut observer sur l'écosystème Cosmos aujourd'hui. À mon sens, ce nouveau paradigme, s'il arrive réellement à se développer et surtout à en faire sa propre narrative, ça pourrait clairement bénéficier au prix de l'Ether. Et il n'y a pas spécialement besoin d'aller très loin pour se convaincre de l'engouement du projet, là où il se positionne juste derrière Lido avec 14 milliards de dollars restackés. Oui, ça commence à faire des sommes quand même assez importantes. Maintenant, ça c'est évidemment ce que tout le monde souhaite dans le meilleur des mondes, mais en réalité, est-ce que c'est quelque chose de réalisable? Parce qu'au vu des sommes qui sont restackées, en plus des intérêts qui proviennent des LST, pour que ce soit intéressant, il faudrait également qu'il y ait des airdrops de différents projets qui construisent sur Eigenlayer. Et autant te dire que ce ne sera pas facile de faire plaisir à autant de liquidités. Et le deuxième catalyste, celui que tout le monde connaît et surtout que tout le monde attend, c'est l'arrivée des ETF sur Ethereum. Il y en avait plusieurs pour lesquels les deadlines sont tombés dans les derniers mois, et ils ont tous été refusés pour le moment. Et globalement, j'ai l'impression que le marché a pricé sur Ethereum le fait que celui-ci ne sera pas approuvé avant un bon moment. Sauf que voilà, la prochaine deadline arrive à grands pas et c'est aux alentours du 20 mai, et si c'était pas ça, le retournement de veste final. Et ce matin, en me baladant sur Twitter, je suis tombé sur un tweet qui résume encore mieux que ce que j'aurais pu faire la situation, ou plutôt ma pensée. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est que le 23 avril, Grayscale a rempli un papier pour convertir son Ethereum E, donc un produit qui est censé suivre le cours de l'Ethereum, en ETF Ethereum, et ils ont fait ça après avoir poursuivi en justice la SEC. Et le 7 mai, donc il y a vraiment quelques jours, ils ont décidé d'enlever la demande pour un ETF futur d'Ethereum, alors que c'est un produit dont ils sont quasiment sûrs qu'il va être approuvé. Parce que oui, ce qui les intéresse, c'est pas d'avoir un produit en futur, mais plutôt un ETF, et sur ces deux points-là, bah ça sonne quand même comme quelqu'un qui est confiant. D'ailleurs, pour information, l'ETHE, c'est le Grayscale Ethereum Trust, et c'est un produit financier qui a pour objectif de suivre le cours de l'Ethereum. Alors comme tu peux le voir juste ici, c'est quelque chose qui ne fait pas forcément très bien. Là où en noir foncé, ici on va voir la valeur qui est censée être traquée du coup par l'ETHE, et en gris ici on va voir la valeur de cette ETHE. Alors lors du cycle de 2021, ça a quand même relativement bien suivi ce qui s'est passé, mais aujourd'hui il y a quand même un écart assez important
important au niveau du prix d'environ 25%. Écart qui normalement devrait se résorber de façon quasi instantanée le jour là où un ETF est approuvé. Ou pour être plus précis, le jour là où effectivement le THE est transformé en un ETF Ethereum. Et comment j'ai cette information? Eh bien tout simplement parce qu'il s'est passé exactement la même chose avec Bitcoin, là où Grayscale ont un produit qui s'appelle le GBTC, du coup Grayscale Bitcoin Trust. Il y avait également un discount assez important qu'on peut voir juste ici par rapport à la valeur intrinsèque du Bitcoin qu'il devait représenter, et qui de façon quasi instantanée au moment du passage à l'ETF est finalement remonté au prix auquel il aurait dû être. Autant te dire que le THE c'est un play qui m'intéresse quand même pas mal et il faut que je fasse des recherches là-dessus pour voir si je peux me positionner. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Exactement à la même date, donc le 23 avril, BlackRock ont également fait une modification à leur demande. C'est quand même plutôt étonnant que ça tombe exactement le même jour. Et plus récemment, le 10 mai, il y a une news qui a fait quasiment aucun bruit mais qui pourtant, je le trouve, est très importante. C'est qu'une autre boîte qui essaye de choper l'ETF, elle a fait une mise à jour sur sa demande et elle a retiré le stacking. Alors je mets mon petit chapeau en aluminium et est-ce qu'ils auraient pas eu l'information que ça passe s'il n'y a pas de stacking? Parce qu'il est vrai qu'absolument personne ne s'attend à ce que ce soit approuvé et que finalement la situation a plutôt l'air d'être pricée du côté de il n'y aura pas d'ETF approuvé en mai. Donc si effectivement c'est refusé, normalement il devrait pas y avoir de grosses conséquences sur le marché, mais à l'inverse si c'est approuvé on pourrait voir de jolies bougies. Et puis bon, ce serait clairement pas la première fois qu'on voit ce genre de manipulation assez évidente. Il suffit de regarder encore ce qui s'est passé il y a quelques jours, là où le CEO de JP Morgan avait dit jamais on achètera de Bitcoin. Jamais, c'est attaché à plein de trucs qui sont pas bons pour notre image, on fera pas ça. Et finalement il y a 2 jours on a eu l'information qu'effectivement ils en ont acheté. Alors soit le bonhomme qui a appuyé sur le bouton buy il va se faire renvoyer dans les prochains jours, soit c'est quand même un cas assez flagrant de manipulation et de je te dis ça mais en fait je fais totalement l'inverse. D'autant plus que les ETF Bitcoin ont particulièrement performé au niveau de leur lancement. Alors bon, les grosses institutions financières, elles ont tout intérêt à faire en sorte que l'ETF Ethereum soit accepté. Je veux dire, si la version Bitcoin a cartonné, la suite logique c'est de faire pareil mais avec l'Ethereum. Sans grande surprise, pour moi c'est vraiment ça le prochain leg up, le prochain catalyste, le prochain propulseur au niveau des cryptos. Donc oui, je pense que le moment là où notre Ethereum va commencer à faire quelque chose de sympathique par rapport au Bitcoin, eh bien il arrive et il arrive même à très grands pas. Maintenant ça reste évidemment de la spéculation et ce n'est absolument pas un conseil financier, et on devrait quand même être relativement vite fixé sur ce résultat là. Et qui sait, si l'ETF Ethereum passe, on pourrait peut-être voir d'autres cryptos du top 10 avoir le leur, ou pourquoi pas des indices qui représentent différentes cryptos. Écoute, on n'est plus vraiment à ça près. Et voilà donc pourquoi je reste particulièrement bullish sur l'Ethereum malgré sa sous-performance contre du Bitcoin. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo qui est un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.